rebonjour pour la plupart. Bienvenue à cette deuxième session de cette journée. Welcome to this second session of this day. I want to remind you that for this session, we have interpretation, simultaneous interpretation. So if you look at the menu that you have at the bottom of your screen, you will see a little icon for the Earth. And if you called interpretation, and if you click on this icon, you will be able to choose the language of translation. This session is going to be in French, so you can choose English and you will be able to hear the English translation. Voilà, et je voulais vous rappeler aussi que cette session est enregistrée pour que nous puissions ensuite après la mettre sur notre plateforme et que vous ayez le plaisir d'écouter à nouveau cette session. Mais sans plus tarder, j'aimerais donc vous présenter notre invité. Notre invité qui vient de bien loin, mais grâce justement au monde virtuel, il est avec nous, tout près de nous. Il s'agit de Benoît Rossin. Et Benoît Rossin est professeur à l'école polytechnique de Louvain. Il est aussi président du Louvain Learning Lab à l'Université catholique de Louvain. Donc, Benoît Rossin nous vient de Belgique et au sein de l'école polytechnique, il a coordonné la réforme des 2 premières années d'études d'ingénieur civil, réforme qui avait été baptisée Candice 2000. Benoît est aussi l'auteur de plusieurs publications en lien avec la pédagogie active. Et au sein du Louvain Learning Lab, il coordonne une vingtaine de conseillers pédagogiques et il pilote la collection des cahiers du Louvain Learning Lab pour permettre d'explorer différentes facettes de la pédagogie universitaire. Donc, nous avons la chance d'avoir avec Benoît Rossin un expert en pédagogie universitaire et surtout une personne qui a bien l'habitude de travailler avec les enseignants pour les aider à transformer leurs approches pédagogiques. Donc, nous avons la chance d'avoir Benoît avec nous et il va pouvoir nous présenter la perspective de l'Université catholique de Louvain et la perspective belge par rapport à cette transition. Donc, sans plus tarder, Benoît, merci d'être avec nous et je te cède la parole. Bonjour à tous et à toutes. Je vais simplement partager mon écran pour que vous puissiez suivre les PowerPoint. Est-ce que je crois que vous les avez là sous les yeux. Et donc, mon objectif est de présenter quelques idées en une vingtaine de minutes et puis d'avoir du temps, parce que c'est prévu un temps d'échange avec vous, parce que moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est l'échange. On en reparlera dans la situation actuelle que nous vivons. La partie échange est vraiment primordiale. Je vais donc, pendant ces 20 minutes, traiter quatre points. Le premier, c'est de repartir la situation du Covid-19. Ensuite, j'aimerais bien un tout petit peu travailler sur la façon d'analyser l'expérience, donc sur quelle base on va l'analyser, pour en 3 faire ce premier bilan, hein, occasion masquée ou manquée. Le titre est déjà assez significatif de ce que je vais vous raconter. Et puis, quelques pistes pour apprivoiser la distance. Alors, donc, je voudrais simplement pouvoir avancer. Où est-ce que je suis, moi ? Voilà. Donc, situation donc, du Covid. J'ai mes slides qui n'avancent pas. Situation donc Covid, je voudrais simplement la décrire très, très rapidement, mais en 3 temps. Vous avez tous vécu ça, j'imagine aussi, en avril, l'obligation d'un passage extrêmement rapide à un enseignement en présentiel, un enseignement donc à distance. Tout le monde doit basculer, le télétravail devient la norme.
L'objectif, c'est faire en sorte que tout fonctionne. C'est créer des cours, inviter les étudiants au cours, conseiller les enseignants. Bref, on est vraiment sur des chevaux ardents. C'est, entre parenthèses, aussi une opportunité, hein, parce que là où dans des modules de formation, on avait une vingtaine de personnes, on fait des webinaires, on transforme évidemment toutes nos formations et on en crée des nouvelles pour l'occasion. Et là où on avait 20 participants, on se retrouve avec plus de 150 participants. Donc, on a une explosion donc, du nombre de participants, mais on en reparlera plus tard. Deuxième étape, c'est ce qu'on a appelé la consolidation. Donc, en fait, après la période de rush, on a commencé à travailler, à mettre en place une série d'outils. Je vous en présente juste un ici, hein, c'est une sorte de jeu de loi. Et quand vous le parcourez, vous avez toute une série donc, euh, d'aides et de tutoriels, de vidéos, d'interviews, etc., qui apparaissent derrière chacune de ces cas. Donc, en fait, l'idée, c'est après un mois de rush, on essaie de ranger l'ensemble des ressources pour que chacun puisse s'y retrouver au mieux. Et puis vient la quatrième, excusez-moi, la troisième étape où au début de cette année-ci, on savait déjà que la situation allait être tendue. On passe en temps en présentiel et puis on passe en distanciel. Et donc, l'idée, c'était de construire un ensemble de scénarios qui a permis donc de travailler sur des présentiels, du comodal, en synchrone, en asynchrone. Donc, toute la panoplie a été développée afin de pouvoir faire au mieux. Ça, ce sont les temps. Alors, comment est-ce qu'on peut analyser ça? Alors, on peut évidemment commencer par quelques chiffres. Premier chiffre sur lequel je voudrais très, très rapidement passer, c'est 67% des enseignants ont innové. C'est pas mal, mais on peut comme se poser la question, mais quid des autres? 80% des cours ont été donnés à distance, mais on pourrait se demander quels sont les 20% restants et surtout avec quelle valeur pédagogique. Et donc la question qui est là derrière, c'est qu'en fait, on n'est pas très au clair sur la façon d'évaluer ce qui s'est passé. Alors, première chose qu'on a fait, que j'imagine toutes les institutions ont fait, c'est d'aller percevoir, de faire des enquêtes de perception des acteurs. Alors là, on voit des choses assez différentes. Si on va du côté des étudiants, eh ben, on se retrouve avec des, pardon, c'est des étudiants qui sont quand même pas très, très emballés. On a quand même un nombre très, très important d'étudiants qui estiment qu'ils sont stressés, qui n'ont pas le temps, qui ont des problèmes de matériel, qui ont des problèmes de locaux pour pouvoir travailler à distance. Donc, c'est pas vraiment la joie. Du côté des enseignants, on a une perception un petit peu différente. Vous avez ce fameux chiffre de 67% d'enseignants qui disent bon, on a pu innover. Mais vous avez quand même 26% des gens qui disent ben, je ne me sens pas dans les conditions adéquates. Et ça, c'est quelquefois assez dramatique parce que certains n'ont quasiment pas donné cours. Ils ont simplement demandé à leurs étudiants eh ben, allez-y, voici une note de cours, apprenez. Donc, on voit bien qu'il y a des réalités qui sont très, très différentes suivant les personnes. On constate quand même que globalement, les gens nous disent qu'il y a une sorte de surcharge cognitive. On se retrouve avec un grand nombre d'informations et on n'arrive pas à les traiter. On n'arrive pas à savoir ce qu'il faut faire au moment le plus opportun. Mais on pourrait peut-être revenir un tout petit peu en arrière. Quand on parle donc d'enseignants, on pourrait se demander quand même, mais qui sont nos étudiants? Alors, je prends ici quelques chiffres donc, d'enquêtes qui sont antérieures au Covid. Et là, on se rend compte que donc, quand on fait des enquêtes, on voit que 80% de nos étudiants, ils aiment bien étudier avec leurs amis. OK. 67% disent qu'étudier ensemble est plus fun, est plus intéressant. 40% aiment bien étudier avec des personnes en ligne. OK, on retient ça. 51% nous disent qu'on apprend en faisant. 38% en lisant et 12% en suivant un cours. C'est quand même assez significatif comme chiffre. Alors, si on va un peu plus loin, je fais référence ici à une enquête qui a été faite en école de business. Et ils ont interviewé, donc ils ont enquêté pardon, sur les étudiants. Et on s'est rendu compte que 94% des étudiants, en fait, recevaient et envoyaient des textos durant les cours. C'est quand même beaucoup. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que 63% pensent pouvoir concilier les deux. En fait, la question qu'on avait posée, c'était de dire, est-ce que vous pensez que le fait d'envoyer des textos
pendant les cours, est-ce que ça aurait une incidence sur vos résultats à l'examen de ce cours? Et donc 67% disent, 63% disent ben non. Donc le fait de faire un texto n'a pas d'effet sur, sur mon apprentissage. Et donc ça pose quand même une question. Et donc, probablement qu'une partie de la réponse, c'est de dire, ben, il faudrait que nos enseignements soient cognitivement plus chargés pour que les étudiants soient moins enclins à faire deux activités en parallèle. Activités en parallèle qui, avec l'avènement du Covid et l'enseignement à distance, se sont évidemment encore multipliées. On vit ça au quotidien. Donc, la grille de lecture que je voudrais bien exploiter pour travailler un tout petit peu sur ce qui s'est passé durant le Covid-19, c'est en fait la théorie du socio-constructivisme, qui nous dit qu'en fait, pour l'apprentissage est doublement social. D'une part, parce qu'on apprend en interaction avec autrui, si possible, dans ce qu'on appelle un conflit socio-cognitif. Et l'apprentissage se fait via des outils. Et ces outils ne sont pas neutres. On verra qu'un des gros problèmes qu'on a rencontré durant le Covid, c'est le manque de médiation des outils. Je détaillerai ça un petit peu par la suite, mais en gros, c'est l'effet qu'a l'outil sur la façon dont on va apprendre. Le troisième élément, c'est que l'apprentissage est la résultante d'une situation de travail et donc dépend de l'engagement de l'individu. Donc on touche évidemment tout ce qui est la motivation et il se fait dans un contexte social global. On parle d'affordance, donc dans ce genre de choses qui sont l'environnement donc de l'apprentissage. Donc on retient ces quatre clés et on va les passer en revue. Si on va un petit peu plus loin, premier élément, quelle interaction avec autrui? On s'est rendu compte qu'en fait, on s'est focalisé sur la maîtrise du métier de l'enseignant. Et là, je ferai référence à la taxonomie j'ai oublié le nom maintenant, de gens donc, de Danemark, qui nous dit qu'en fait, quand on pense à l'enseignement, donc souvent, on se focalise sur ce que l'étudiant est. Ça, c'est le premier niveau. Deuxième niveau, on se focalise sur ce que l'enseignant fait. Et le troisième niveau, on se focalise sur ce que l'étudiant fait. Dans une optique, évidemment, de socio-constructivisme, le niveau, c'est évidemment le troisième niveau qu'il faut atteindre. On s'est en général focalisé sur le deuxième niveau, le métier de l'enseignant. Alors c'est un peu plus grave que ça, parce qu'on s'est focalisé sur le métier de l'enseignant individuel. Donc on a considéré que chacun était individuel, alors qu'en fait, on sait très bien que ce qu'il faut, évidemment, c'est viser ce qu'on appelle l'approche programme. Ça veut dire une approche collégiale de l'enseignement, une approche donc qui permet donc la coordination entre les différents enseignants. Autre élément, c'est la faiblesse de la maîtrise pardon, du métier de l'étudiant. L'étudiant appartient à une communauté d'apprentissage. Comment créer cette communauté? On n'y a pas réfléchi. Certains étudiants sont plus visibles que d'autres. Alors, il y a par exemple des gens qui font des études assez intéressantes, hein. Ils vont classer les étudiants entre quatre catégories. Vous avez d'abord les consommateurs. Vous avez deuxièmement les négociants, ceux qui vont négocier. OK, vous avez changé de modèle de formation, ben, je voudrais quelque chose en échange. Vous avez évidemment les réfractaires, c'est ceux qu'on ne voit pas. On voit simplement le icône, on ne les voit pas. Et puis, vous avez ceux qu'on voit beaucoup, qui sont les producteurs. Et pratiquement, moi, je me rends compte que quand je donne un cours en interaction, ben, je vois toujours les mêmes. Et donc, on voit les producteurs et les autres, on les voit beaucoup moins. Vous avez aussi ce qu'on appelle le syndrome du Big Brother, hein, qui est que quand on est entre nous, entre étudiants, je vais dire, eh ben, il y a toujours la possibilité de cet enseignant qui apparaît dans le réunion de façon un tout petit peu intrusive. Et donc, c'est un petit peu ce syndrome qu'on a pu vivre. La médiation des outils. Alors là, le constat était quand même assez intéressant. On s'est rendu compte, quand on regarde le podium des formations auxquelles les assistants ont assisté, et ils ont participé aux formations en très, très grand nombre, ben que le, le premier choix, c'est prise en main du matériel pédagogique pour travailler en comodalité. C'était indispensable. Deuxième, deuxième sur le podium, c'est support innovant, présentation innovante. OK. Troisième, animer une séance magistrale avec un grand groupe. Donc on voit bien qu'en fait, on est dans un modèle dans lequel il s'agissait simplement de transposer ce qu'on faisait classiquement en présentiel, de le transposer à distance. Et en fait, pour ça, on a travaillé sur les outils, mais on a l'impression qu'on a travaillé sur l'orthographe sans travailler sur la grammaire. Or, on sait très bien que chaque outil a sa propre grammaire, a sa propre façon de transformer nos pensées, nos modes d'agir. Donc, on a vraiment un problème de médiation des outils qui doit encore être fait.
élément suivant, qui est l'engagement pour l'individu. On se rend compte que pour beaucoup de nos étudiants, il y avait une perte de sens, une perte de rythme, risque élevé d'abandon, où est l'aspect social. À nouveau, là je me base sur un modèle ICAP, on s'est rendu compte que la plupart des modalités qui ont été appliquées sont des modalités passives, entre guillemets, où l'étudiant était passif. Avec quelques collègues, on a maintenu des activités de projet, mais avec une énergie absolument incroyable à développer. Et beaucoup m'ont dit, moi, ce que je faisais par problème et par projet, j'ai abandonné en période Covid. C'était ingérable de gérer ça. On en parlera si vous le voulez. Le contexte social, difficulté d'encourager l'interaction sociale, on n'y a pas travaillé, c'est l'aspect de la médiation. Très, très rapidement, on a probablement oublié tout l'aspect de la présence pédagogique, de la présence socio-affective et de la présence socio-cognitive. C'est peut-être des termes qu'on pourrait développer si vous le souhaitez, mais on se rend bien compte qu'en fait, on n'a pas beaucoup travaillé ces éléments-là et que si on veut que la distance fonctionne bien, il faudra y passer. Alors, sur base de ce constat, quelques pistes pour les temps à venir. Alors, premier élément, en fait, j'ai envie de dire, je le mets en premier parce que pour moi, c'est peut-être une piste, à long terme, mais c'est certainement pas une piste à court terme. Évidemment, on peut penser à la réponse technologique. Il y a des collègues qui me disent: «On va faire quelque chose en réalité virtuelle. On va utiliser des robots, on va utiliser des hologrammes». Ma conclusion, c'est que peut-être, on en a en expérimentation pour l'instant à Louvain. Pendant la période de confinement, on ne l'a pas utilisé. On l'a mis en faculté de médecine pour permettre à des enfants leucémiques de pouvoir avoir des contacts avec l'extérieur. Euh, mon sentiment est réellement que on a beaucoup d'outils, on a presque trop d'outils, et l'enjeu maintenant n'est pas de développer de nouveaux outils, mais de faire en sorte que les outils que nous avons à disposition soient correctement utilisés. Et donc j'y reviendrai, on est plus dans une période de partage des ressources existantes que de développement de nouvelles ressources. Donc, premier élément qui est peut-être une fausse piste. Deuxième élément, c'est arriver à créer un sentiment de présence, préparer les acteurs. Ce sentiment de présence, il est indispensable, et il se joue vraiment à deux niveaux. C'est tout le travail, faire en sorte que l'enseignant puisse travailler son sentiment de présence. J'en parle, je dirai quelques mots dans un instant, mais aussi que quand on travaille avec des étudiants, eux-mêmes puissent développer entre eux ce sentiment de présence. Alors, une parenthèse, une publicité, on va éditer il est prévu pour sortir d'ici à 3-4 semaines, un cahier sur créer ce sentiment de téléprésence. Donc, si vous êtes intéressé, une version PowerPoint existe déjà. La version cahier est vraiment pour bientôt. La difficulté aussi là-dedans, c'est que ce sentiment de présence, il doit aussi exister quand on parle d'interaction dans un groupe d'étudiants à distance. Et là, évidemment, on est dans des choses qui sont encore plus difficiles que quand on parle de ce sentiment de présence par l'enseignant. Rompre l'isolement, développer le sentiment d'appartenance, donner un rythme. Et là, on est vraiment dans le cœur du problème, faire en sorte pour que nos étudiants perçoivent ce sentiment d'appartenance à un groupe ou une collectivité, et la notion du rythme. Alors, ces notions sont d'autant plus importantes que, évidemment, l'étudiant est jeune dans son métier d'étudiant. On sait bien que pour des étudiants entrant à l'université, cet aspect d'appartenance, de découverte, d'acclimatation, il est fondamental. Alors ça passe par des détails, hein. Certains disent, ben, il faut, par exemple, au début de cours, on va travailler on publie son état d'esprit, et on invite tous les étudiants à publier le leur. Ce qui est caché aussi derrière, c'est une notion de rite qu'on avait en présentiel, qu'on n'a peut-être plus à distance, et c'est de garder un rythme sur ces rites, avec un aspect, rendre des aspects donc informels qu'on faisait très très facilement en présentiel, et qu'on fait beaucoup plus difficilement, pardon, en distanciel. Donc, arriver à rendre des aspects de ce rite formels, prendre un temps, par exemple en début de cours, pour parler de ses émotions, est certainement quelque chose qui peut être intéressant. D'autres vont recommander de parcourir la salle
pour se rendre compte qu'on n'est pas seul, qu'il y a éventuellement, qu'on est dans un local qui a une âme, qui a un espace particulier. Donc, ce sont tous des éléments qu'on peut évidemment développer si vous le souhaitez. Quatrième élément, j'en ai déjà un tout petit peu parlé, rendre la coordination explicite. Alors en fait, c'est de nouveau pas un problème lié exclusivement à la distance. C'est un problème qu'on a aussi dans les formations, en présentiel, mais on se rend compte qu'à distance, on est obligé de rendre cette coordination, cette synchronisation beaucoup plus explicite. C'est entre autres indispensable si on veut éviter la surcharge cognitive des étudiants. Alors il s'agit un petit peu comme le présente Didier Paclin, d'une sorte de partition musicale dans lequel on doit veiller à avoir une application à l'apprentissage, une évaluation et un aspect lié à la socialisation. Alors, un cinquième aspect, qui est aussi évidemment fort important, c'est de faire en sorte de jouer sur la différence spatio-temporelle et spatio-sociale des activités que l'on peut travailler. Et ce qu'on a fait chez nous, je vous donne ici uniquement un exemple, on a beaucoup travaillé sur trouver des scénarios. Hein, et par exemple, des scénarios de cours hybrides avec de la classe inversée, donc dans lequel, par exemple, on commence par de la gauche, on travaille, l'enseignant est à distance, les étudiants sont à distance, on met les groupes en travail collaboratif à distance, et puis vers la fin, on va faire des temps de présence, si on le peut, entre l'enseignant et les étudiants pour arriver en fait, à débattre des différents éléments qui ont été travaillés durant 3 semaines. Alors, on utilise pour ça, on exploite des ressources, des forums, des capsules vidéo, des livres. Alors, le cas du forum est un cas particulièrement intéressant parce qu'en fait, on se rend compte que, il suffit pas d'ouvrir un forum pour que celui-ci, soit intéressant et pour que ce soit un forum de discussion, sur des thématiques d'apprentissage. Et donc là, il y a vraiment tout un travail qui est en cours d'être fait maintenant sur comment est-ce qu'on fait pour que les forums que l'on met en place, qui sont souvent des forums asynchrones, ce qui est une difficulté, supplémentaire, pour faire en sorte que ces forums soient réellement utiles et aient une valeur pédagogique qui soit, suffisamment, marquée. 6e élément, c'est la préparation à la médiation des outils. J'en ai déjà parlé, faire en sorte qu'on travaille sur la grammaire des outils. Utiliser un PowerPoint a une grammaire, a une incidence sur l'effet sur l'apprentissage. Utiliser Zoom, Teams ou autre a également un effet. Il faut que l'on puisse travailler sur cette médiation des outils, entre autres pour arriver à mettre en place des activités dans lesquelles on va travailler sur les outils vraiment, sur les soucis cognitifs et si possible avec la mise en place d'activités dans lesquelles il y a du conflit socio-cognitif, qui est une sorte de brainstorming intellectuel sur la matière. On sait que ce sont des éléments indispensables pour l'apprentissage. Cela touche également la problématique du rythme. Hein, on en a déjà parlé un tout petit peu, et l'idée, c'est de revisiter la notion d'alignement pédagogique sur ce rythme. Et donc, par exemple, en début de session, on présente, on installe le rythme. Avant un travail à produire, on rappelle le rythme que l'on veut donner. Après la pause, on redonne un rythme. Cette notion de rythme doit vraiment être liée avec cette notion qu'on connaît bien évidemment d'alignement pédagogique. Ce sont des éléments qui sont indispensables pour avancer. J'en arrive à un élément qui est fondamental, qui est sans doute le plus fondamental de tous, aussi le plus difficile, c'est le compagnonnage cognitif, évidemment des enseignants et des étudiants, les apprenants. Ce compagnonnage passe évidemment par deux éléments qui sont clés, verbaliser, communiquer, mais aussi la réflexivité par rapport à son propre apprentissage. Ce sont des éléments qui sont extrêmement importants. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour mettre ça en place? Je vous donne un exemple. Hein. On organise la semaine du 17 décembre des semaines de webinaires. Hein. Elles sont ouvertes, donc si vous voulez participer,
il n'y a pas de problème. Certains, évidemment, sont assez tôt pour vous, mais ceux de l'après-midi sont peut-être plus accessibles. L'idée, c'est de dire, là où on faisait une formation qui est une formation principalement donc d'information et d'atelier, ici, on les centre quasiment toutes sur des webinaires de partage de pratiques. Et donc je fais référence en fait à un modèle qui est le suivant. Quand on met en place un nouvel outil, on commence d'abord par travailler avec des pionniers et ces pionniers, ils expérimentent. Quand ces pionniers ont expérimenté, on travaille sur le partage et puis en fait, on arrive à une troisième étape qui est, la dissémination, donc la diffusion, au plus grand nombre. Et donc on est vraiment dans cette notion de compagnonnage cognitif. Si l'on veut que le partage fonctionne bien, on doit partir d'expériences de terrain, de collègues qui ont expérimenté un certain nombre d'outils. Je me rends compte que c'est ça qui fonctionne le mieux. Donc, tous nos modules de formation, on les fait avec un conseiller pédagogique et 3 enseignants qui ont expérimenté. C'est un aspect qui est fondamental. Le suivant et le dernier que je voulais vous partager avec vous avant de passer à la partie plutôt discussion, ce sont les ressources. Il y a un nombre incroyable de ressources qui existent sur Internet et le partage, il se fait aussi entre institutions. Je vous donne simplement l'exemple de lycée Louvain qui a décidé de dire nous partageons toutes nos ressources. Donc, vous avez un ensemble de collections de cahiers, collections qui sont enrichies de 5 nouveaux numéros en 2 mois. Donc, on a fait vraiment un gros travail durant le confinement. Tous ces cahiers sont disponibles sur la plateforme OER de l'UC Louvain. C'est assez facile, vous tapez Open Education Resources UC Louvain, vous tombez très, très rapidement sur cette page, ou vous allez sur le site du LLL, là, vous avez la, l'URL qui est repris en dessous, où vous avez toute une série d'outils, d'infographies, de tutos, etc. Tout a été mis sur le web afin de partager vers le plus grand nombre les ressources que nous avons. C'est aussi une manière pour nous d'avoir des retours. Bon nombre d'enseignants nous disent de différentes institutions, on a pu lire ça, que pensez-vous d'eux? Et donc, on en arrive à faire des modules de formation, à faire des cahiers qui sont non plus écrits uniquement par les enseignants et les conseillers pédagogiques de Louvain, mais avec des cahiers et des formations qui sont des formations mixtes, qui sont faites avec des enseignants et des conseillers pédagogiques d'autres institutions. Voilà, je crois que je vais m'arrêter ici pour ce que je voulais vous présenter. Beaucoup de choses, évidemment, en 20 minutes. Il est prévu maintenant une partie plutôt débat à différents niveaux. Donc, je vais arrêter mon partage d'écran ici. Merci beaucoup, Benoît. Merci beaucoup d'avoir articulé si clairement les différentes pistes d'accompagnement pour nos enseignants, nos étudiants. Et merci aussi d'offrir cette possibilité de partage de ressources. Je suis sûre que ce seront des opportunités qui vont être reprises par nos participants. Donc là, oui, on va ouvrir une période de 20 minutes pour avoir vraiment un dialogue, avoir des questions. Je vois déjà que Patrice nous dit merci, très instructif. Oui. Donc, vous pouvez poser vos questions directement à Benoît si vous levez la main. Et puis, vous pouvez aussi poser vos questions par la chat. You can ask question in English and we will, translate this question. I remind you that we do have interpretation services for this plenary. So don't hesitate to also ask your question in English. And if you write them in English in the chat, I will, try my best to translate the question to Benoît. Donc, je vois déjà une question dans la chat. Benoît, pouvez-vous revenir sur l'approche par projet et pourquoi celle-ci fut abandonnée en cours de session? Alors, donc, en fait, on a des expériences diverses, hein. J'ai des collègues qui travaillent avec 400 étudiants en projet et qui ont du jour au lendemain créé plus de 80 canaux sur Teams pour pouvoir participer, donc faire participer les étudiants. Donc là, ça a relativement bien fonctionné pour certains. D'autres m'ont dit, nous, on ne maîtrise pas d'outils.
En plus, on n'est pas sûr de la valeur pédagogique du travail en groupe à distance. Et donc, il y a tout un travail de se rendre compte que, au départ, le travail collaboratif ne peut se faire qu'en présentiel parce que, il y a un aspect non verbal qui est important, parce qu'on peut partager facilement un tableau, et cetera, et cetera. Et en fait, donc on s'est rendu compte qu'au fil du travail, des outils, beaucoup d'outils existent, hein. À Louvain, on a mis en place, il y a Mural qu'on peut utiliser, il y a Padlet. Donc, ce sont tous des outils qui permettent donc d'avoir des outils d'interaction que vous connaissez évidemment certainement. Ces outils sont indispensables pour faire du travail collaboratif à distance. Alors, les choses changent progressivement. Moi, on fait très couramment des World Café à distance. Un World Café dans lequel, je ne sais pas si vous voyez le principe, hein, on met quelques personnes autour d'une table. Vous avez, avec un expert, vous avez quelques minutes pour poser des questions à l'expert. Et puis, au bout de 3 minutes, hop, on change de table. Donc, il y a un roulement très important entre les tables. Physiquement, c'est facile à faire. À distance, la première fois qu'on l'a fait, évidemment, ça a pris un quart d'heure pour qu'on ait recherché les gens qui étaient perdus sur les différents canaux. Mais maintenant, ça fonctionne, hein. Et donc, les projets qui vont commencer maintenant au deuxième quadrimestre, je suis quasiment certain que la plupart vont fonctionner correctement avec une adaptation donc, du projet pour faire en sorte que les activités collaboratives seront réalisées à distance dans des conditions qu'on peut qualifier d'acceptables. Merci. Alors, encore une fois, raise your hand, levez la main si vous voulez poser vos questions. N'ayez pas peur aussi de mettre vos caméras. Ah, je vois Patrice qui lève la main. Oui, n'ayez pas peur de mettre vos caméras parce que c'est vrai que c'est dur de parler à un écran noir comme ça. Mais Patrice, je t'en prie. Oui, en fait, je n'arrive pas à mettre ma caméra parce que ça dit qu'on ne me l'autorise pas. Donc, euh, non, simplement pour dire un grand merci pour la présentation. Moi, ce qui m'a interpellé davantage, c'est toute cette idée de la médiation des outils. Parce que, en tout cas, dans mon cas, je trouve que trop d'options tuent les options. Et en fait, j'avais de la difficulté à un moment donné à sélectionner le bon grain de livret. Et je dois avouer que, évidemment, quand on enseigne un cours à 400 étudiants, comme c'est le cas en ce moment, versus un séminaire de 15 étudiants, c'est pas la même chose. Et je me demandais, j'aime beaucoup cette idée des scénarios, parce que je pense qu'il faut pas parler de recettes, mais comme on est tous un peu des explorateurs en ce moment, j'aime bien l'idée d'avoir des scénarios qui disent, ben, par exemple, dans des groupes à grands effectifs, 400 étudiants, ou dans des cours d'introduction, ou dans quel type de méthodes ou d'outils sont les plus efficaces ou en fait semblent avoir des résultats les plus probants. Je ne sais pas si on a ça à l'université parce qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de matériel, on a beaucoup de groupes, on se rencontre, on parle beaucoup, mais il y a un moment donné, moi je dois avouer que j'ai eu de la difficulté à trouver ce dont j'avais besoin parce que j'en avais juste trop et à un moment donné, ben, il faut faire des choix. Et donc j'aime bien cette idée des scénarios. Est-ce que vous en avez, vous, Benoît? Est-ce que vous en partagez, l'UCL? Comment ça fonctionne en fait? Oui, donc premier élément, donc, votre commentaire est exactement celui qu'on a, hein. Il y a trop d'outils et donc on n'est pas dans une période où on veut développer des nouveaux outils. Il faut arriver à ce que les outils qu'on a soient mieux utilisés, et donc moi, je suis vraiment dans cette logique-là. Alors on a des scénarios, par exemple, on a, un scénario qui a beaucoup de succès, c'est tout ce qui est classe inversée. En fait, on avait un cycle classe inversée de formation, donc un cycle classe inversée qu'on faisait avec du distanciel pour tout ce qui était apprentissage des ressources et puis du présentiel pour tout ce qui était la partie débat, etc., qu'on faisait donc évidemment après. Euh, donc ça continue à exister donc sous une forme dans laquelle on fait l'ensemble à distance. Donc ça, c'est un scénario qui est qui, qui existe. On a quelques autres. Euh, on a choisi de ne pas en développer trop de nouveau parce que euh, on pense aussi que l'idéal pour pouvoir travailler sur ces scénarios, c'est de regrouper quelques enseignants qui ont des projets différents et de les faire travailler en parallèle avec des moments de rencontre. À distance, bien sûr, hein. Et donc, l'idée, c'est de dire, par exemple, vous avez 20, on travaille avec 20 personnes. Vous avez 20 enseignants qui veulent développer une classe inversée, eh ben,
à la fin d'une période de 3-4 mois, eh bien, tout le monde aura sa classe inversée. Et c'est intéressant de faire travailler donc, les gens en parallèle parce que le fait de présenter ce qu'on fait dans des moments intermédiaires enrichit les autres. Tiens, j'ai pas pensé, tu fais comme ça. Tiens, moi, j'avais pas pensé à ça. Et donc, on est vraiment dans ce compagnonnage cognitif qui est de dire, on apprend beaucoup avec ses pairs, avec ses collègues. Et donc, pour l'instant, on a un projet d'essayer de lancer un cycle de classe inversée au niveau donc, de lycée Louvain, ça on l'avait déjà, mais de le lancer au niveau d'un projet Erasmus au niveau de l'Europe. Hein, et pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas le faire avec Laval? Hein, moi, on est vraiment ouvert par rapport à ça. C'est-à-dire, le fait de le faire avec d'autres personnes en parallèle enrichit très fortement la façon d'avancer parce que ça nous oblige à remettre en cause nos propres perceptions de ce qu'est l'apprentissage et de ce qu'est le modèle d'apprentissage. Et donc, on pousse beaucoup plus la réflexivité quand on est plusieurs. Quand on est seul, réfléchir à comment on apprend, comment on enseigne, c'est difficile. Quand on est avec un collègue, tiens, moi, je n'ai pas compris ça comme ça, pourquoi? On est vraiment dans la réflexivité. Et ces éléments sont importants pour la médiation. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Benoît. Alors, je vois dans la chat plusieurs questions. Edmond a une question. Comment voyez-vous le compagnonnage cognitif émotionnel, qui est très important, implémenté en pratique? Alors, donc, il y a 2 niveaux de compagnonnage. Il y a évidemment le compagnonnage au niveau des élèves, hein, des étudiants, il ne faut pas l'oublier. Moi, je m'occupe principalement du compagnonnage au niveau des enseignants, mais il y a un ricochet parce qu'en fait, ce qu'on joue, c'est tous les homomorphismes, c'est-à-dire qu'on aimerait bien que les enseignants développent un compagnonnage au sein de leurs propres étudiants et pour ça, on développe le compagnonnage au sein des enseignants. Donc, on est vraiment dans un modèle qui est homomorphisme. Et donc, le transfert qu'on a fait, c'est là où on organisait des ateliers on les transforme beaucoup plus en partage de pratique, c'est-à-dire qu'on on réunit une dizaine de personnes et dans ces 10 personnes, on identifie au départ 3 personnes qui ont une expérience à raconter. On leur fait raconter leur expérience et après on lance un débat pour voir comment on peut transférer cette idée aux autres. Ça, c'est un élément qui est fondamental et qui est aussi lié à des nouveaux outils. Par exemple, on lance un projet de l'utilisation d'un logiciel qui s'appelle Comprove, qui permet de faire de l'évaluation par les pairs, donc entre étudiants, de production d'étudiants. Alors, l'idée de ce logiciel, c'est de dire, on va demander donc, un étudiant à une production, on va demander à d'autres étudiants de classer 2 par 2 les productions de 2 étudiants différents. Donc l'idée, c'est qu'un étudiant va dire simplement la production A est meilleure que la production B. Et en faisant ça plusieurs fois, on arrive à avoir une idée globale de la qualité des productions. Ça, c'est l'outil, c'est une parenthèse. Et bien, pour travailler sur cet outil-là, on va lancer en janvier un appel et on veut regrouper une dizaine maximum d'enseignants qui vont expérimenter l'outil. D'accord? Quand cet outil sera expérimenté au bout d'un semestre, là, on fait un deuxième appel, eh bien, venez voir comment ça a fonctionné. Et donc là, c'est l'aspect de partage. Et après, on essaie dans l'ensemble de l'université avec des ateliers, avec des rencontres, etc. Donc en fait, on travaille vraiment bien en 3 temps. L'idée de départ, c'est d'avoir des pionniers. La deuxième idée, c'est d'avoir des porteurs, donc des ambassadeurs, des pionniers qui vont être ambassadeurs d'une nouvelle approche et qui vont communiquer, partager avec les autres pour pouvoir en sorte de disséminer dans l'ensemble de l'université. Donc, on voit bien que cette notion de compagnonnage cognitif, elle se joue à différents niveaux, mais c'est joué entre pairs. On apprend d'autant mieux que l'information vient d'un pair. Merci beaucoup, Benoît. Une question d'Hélène. Pourriez-vous discuter d'un exemple particulier qui fut un succès pour transférer un cours en ligne? Alors, quand vous parlez de cours, vous parlez d'un cours traditionnel ou est-ce qu'on pourrait être plus précis? Parce qu'évidemment, on parle des cours. Il y a le cours magistral, mais je dirais que c'est la partie, c'est la partie, entre guillemets, facile, un peu réductrice, qui est de dire, eh ben, mon cours
mon cours, typiquement, c'était 14 séances de 2 heures. Eh ben, je fais 14 séances de 2 heures. Je m'enregistre pendant 2 heures. Et les étudiants ont la possibilité de voir ces 14 fois 2 heures quand ils le veulent. Alors, je prends ça comme exemple parce que si c'est ça qu'on appelle un bon exemple, la réponse est clairement non. Alors, vous avez un deuxième niveau, des gens qui se sont rendus compte qu'il est quasiment impossible pour un être humain de regarder une vidéo de 2 heures qui est un professeur qui parle avec avec son PowerPoint en arrière-fond. Ça fonctionne pas. Donc, deuxième cas, moi j'ai des collègues qui ont créé des capsules vidéo. Et ils ont dit, je coupe mes cours en deux. La moitié, je le fais en présentiel parce que, excusez-moi, à distance, mais synchrone, parce qu'il est important de garder un rythme. Et donc, je garde la moitié de mes cours, donc un cours toutes les 15 jours, qui est là simplement pour créer du contact et dans lequel je vais donner des challenges, dans lequel je vais donner des consignes. Et les consignes, c'est par exemple, allez voir les capsules que j'ai faites, hein, et dans 15 jours, on en discutera. Le problème, c'est qu'une consigne donnée comme ça ne fonctionne pas. C'est une sorte de classe inversée. Moi, je n'ai pas beaucoup d'étudiants. Hein, quand je leur dis, bah, allez lire un livre, allez regarder une capsule vidéo, ça ne fonctionne pas. Donc, on en arrive à des scénarios qui sont des scénarios qui se rapprochent assez bien de l'enseignement par problème. On donne un challenge qui est un challenge réel, véridique. Alors, qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple? C'est un exemple technique. Je suis dans une faculté technique. Hein. On vous montre deux vidéos. Première vidéo, il s'agit d'un astronaute français, Jean-Luc Chrétien, qui a été dans la navette spatiale, je ne sais plus en quelle année, et il y a eu pas mal de vidéos de lui, on le voit dans la navette. Et puis un beau jour, il dit, ben, aujourd'hui, je dois sortir de la navette. On le voit sortir de la navette, et tout en continuant à parler, il reste près de la navette. La navette, excusez-moi, la station spatiale internationale. Vous avez une autre vidéo qui vient d'un certain monsieur Félix Baumgartner, qui est un Allemand qui, en 2012, si j'ai bonne mémoire, avec un énorme Packard Red Bull, est monté dans une capsule spatiale. Il avait exactement le même habit que notre fameux Jean-Luc Chrétien, si ce n'est qu'à part d'avoir NASA et tous les symboles nationaux dessus, il avait un grand placard Red Bull. C'est la seule différence qu'il y avait. Il avait un casque, un oxygène, etc. Il est dans sa capsule, il ouvre sa capsule, il sort, il tombe. Pourquoi? Eh bien, dans notre cours dans 15 jours, vous viendrez avec des réponses à cette question et nous débattrons de vos avis. Pour vous aider, je mets à votre disposition un ensemble de capsules, de livres, de ressources. Exploitez-les en groupe pour que dans 15 jours, vous ayez une solution au problème. Et donc, évidemment, on ne laisse pas seul. Ça fonctionne évidemment bien si on arrive à caser donc dans le timing, dans ces 15 jours, un moment de contact avec les étudiants, parce qu'on a besoin de ce contact social, ne serait-ce que pour voir où ils en sont, pour s'ils se rendent compte qu'ils ne sont pas lâchés dans la nature, pour voir si les débats fonctionnent bien, pour les relancer. Alors moi, quand je les rencontre, par exemple, je suis assez questionnant. Hein. Et je pose des questions du style, tiens, quand il est dans la capsule, là, qu'est-ce qu'il ressent? Ben, ils ressentent, on ne sait pas, ils ressentent la pesanteur. Donc les deux, donc le français qui est dans la navette, dans la station spatiale, il ressent la pesanteur, et monsieur Red Bull qui est dans cette capsule, il ressent la pesanteur. Ben oui, ils sont les mêmes, ils ont le même habit. OK. Et donc, la pesanteur dépend d'une porte qu'on ouvre ou qu'on ferme. Okay, donc, vous voyez tout le type de discussion qu'on peut avoir. Donc, l'idée dans la discussion, et c'est aussi cette notion qu'on peut travailler dans les forums, hein, qu'on peut revenir, l'idée, c'est de travailler sur des questions qui sont des questions fortes à contenance cognitive. Il y a d'autres exemples qui sont extrêmement connus. Hein. Si vous allez sur le site de Harvard, vous avez une vidéo qui s'appelle A Private Universe, hein, où on voit, la vidéo date de 84, hein, donc elle est très très ancienne. Elle a été retirée plusieurs fois du site parce que les autorités imaginaient que cette vidéo
portait atteinte à l'image de marque de l'institution. C'est pour vous dire que c'est une vidéo qui a fait polémique. Et en fait, on filme des étudiants lors de la séance de, de promotion, donc de clôture, et on pose une question simple, une vingtaine d'étudiants: quelle est la raison des saisons sur Terre? D'accord? 21 des étudiants interrogés répondent que la raison des saisons sur Terre est une question de distance entre le Soleil et la Terre. 21 mauvaises réponses. Nous savons tous que les saisons sur Terre sont inversées entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud, et que donc, par conséquence, puisque la Terre est quelque chose qui n'est pas extensible, qui ne se déforme pas, ce n'est pas une question de distance, mais bien une question en fait d'orientation de la Terre par rapport au Soleil. Donc, ce sont toutes des questions. Je peux vous en donner beaucoup, je peux vous donner des exemples de toute une série de vidéos. L'objectif est chaque fois de poser des questions qui sont suffisamment interpellantes pour le public que l'on a. Donc, on est dans le sens, dans la motivation, pour que dans un temps qui va entre une semaine à 15 jours, ils fassent des recherches par eux-mêmes et ils viennent avec une solution lors du cours suivant. Et au cours suivant, on les met en débat. Tiens, vous avez une solution. Moi, je constate que tout le monde n'a pas la même solution. Et donc, je voudrais bien que deux groupes qui ont des solutions différentes nous exposent et exposent leurs arguments pour une solution ou pour une autre. Donc, vous voyez bien qu'on est dans cette notion d'argumentaire. Il ne s'agit pas de laisser l'argumentaire se déballer seul, mais de se déballer avec un enseignant qui peut faire en sorte que ça se passe bien au niveau cognitif. Merci Benoît. Il y a d'autres questions sur le forum. Je vois que Edmond a une autre question, mais je vais aussi quand même poser la question de quelqu'un qui n'a pas encore eu l'occasion de poser une question. Sozanne qui a cette question. What is your expectation if the COVID-19 pandemic will be over? How will that affect the online teaching? Donc, quand la COVID, pas si, mais quand la COVID sera passé, quels seront donc les impacts sur l'enseignement en ligne? Je vais répondre en deux temps. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire « Ouf, je reviens à la normale ». Et il y en a d'autres qui sont en train de te dire « Mais on se rend quand même bien compte que les étudiants ne regardent pas les vidéos de 2 heures qu'on a enregistrées nos cours. » Et donc, probablement que déjà suivre 2 heures, même en présentiel, c'est peut-être pas top. Et donc, moi, j'ai quand même beaucoup de collègues, et c'est là-dessus qu'on va évidemment travailler, qui se disent, tiens, est-ce qu'on ne peut pas arriver à donner du sens à la distance et du sens à la présence? Donc, de faire en sorte, on est vraiment au cœur de l'aliment pédagogique, hein, de trouver le dispositif qui est le plus adéquat en fonction de ce qu'on veut. Par exemple, si vous souhaitez transmettre un concept important, eh ben, faites un clip vidéo de 5 minutes, ou 10 s'il faut. Si vous voulez débattre, ben là, probablement que le présentiel est plus facile. Si vous voulez expérimenter, ben, il y a des applications dans lesquelles on a besoin d'avoir du présentiel, faites-le en présentiel. Donc, l'idée, c'est vraiment chaque fois de trouver le média, hein, on est vraiment en plein dans la médiation, qui est le plus adéquat en fonction de ce que je souhaite comme effet. Et donc, par exemple, si c'est pour donner une consigne pour un exercice de 15 jours, ben je peux le faire à distance, mais de façon synchrone. Parce que là, j'aime bien avoir un moment où il y a d'avoir un moment de début et un moment de fin qui est important. Donc là, c'est important de l'avoir synchrone, mais ça peut être à distance. Par contre, le débat, il sera plus riche si je peux le faire en présentiel. Donc, vous voyez, donc l'idée est vraiment celle-là de faire prendre conscience de la grammaire qu'il y a derrière chaque outil. On est vraiment au cœur de la médiation, et faire en sorte que l'enseignant puisse choisir de dire, ben, tiens, je vais garder des choses à distance parce qu'il y a quand même des atouts. Hein. Nous, on parle de plus en plus d'Erasmus virtuel. De dire un étudiant qui veut suivre un cours à Ottawa, mais un cours, il ne va pas se déplacer nécessairement à Ottawa. Est-ce qu'il n'y aurait pas possible de suivre ce cours à distance? L'inverse est évidemment vrai. Donc, probablement qu'on voudrait mettre en place des éléments à distance et d'autres renforcer le présentiel. Donc, l'idée est vraiment de renforcer le travail à distance en renforçant le travail en présentiel.
Merci Benoît. Très vite, tu as fait une référence à Harvard, une ressource. Est-ce que tu peux redire cette référence? C'est Catherine qui nous pose la question. Ça s'appelle A Private Universe. Private Universe, Catherine. Oui, donc oui. J'enverrai la vidéo. Alors, c'est une vidéo qui est assez longue. Donc, il y a la première partie donc, explique ce que je vous ai présenté et après développe ce qu'on appelle les préconceptions, hein, qui est une notion qui est assez intéressante dans l'apprentissage. Je ne sais pas si vous voyez très clairement ce que c'est. C'est de dire qu'en fait, face à une situation d'apprentissage, en général, on fait référence à ce qu'on sait déjà. C'est un réflexe humain. Et ce qu'on sait déjà, il peut être entaché d'inexactitudes scientifiques, pour ne pas dire d'erreurs. Et donc, si par exemple, moi, je suis cultivateur, pour cultiver des pommes de terre, je n'ai rien contre les cultivateurs, bien sûr, mais je n'ai pas besoin de savoir que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil ou le Soleil qui tourne autour de la Terre pour pouvoir cultiver ma pomme de terre. Moi, ce qui est important pour moi, c'est de savoir que tous les jours, il y a un jour et que la nuit, il n'y a pas de photosynthèse pour une pomme de terre. Si je veux envoyer une fusée sur Mars, eh ben, j'ai besoin de savoir que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil et pas l'inverse. Et donc, en fonction de ce qu'on a besoin, eh ben, on doit faire évoluer ces préconceptions. Une autre qui est assez connue, les enfants de moins de 6 ans pensent toujours que le corps humain a 2 tubes digestifs. Bien sûr, puisqu'il y a 2 sorties, les liquides et les solides. Bon, si vous voulez devenir médecin, si vous avez cette préconception-là en tête, c'est évidemment gênant. Donc, vous voyez qu'un des objectifs importants de la formation, c'est de les faire avancer. Et donc, dans cette fameuse vidéo de Harvard, ils vont après regarder ce qui se passe dans une école primaire, je crois. Alors, je crois que et ils prennent l'exemple d'une fillette qui doit avoir 8 ou 10 ans, qui est la mère de la classe, à qui on pose cette fameuse question des saisons sur Terre. Et quand on lui demande au départ, mais comment est-ce que tu vois le mouvement de la Terre autour du Soleil, parce qu'elle sait que la Terre tourne autour du Soleil, elle sait que c'est une histoire de 2 pôles. Et qu'est-ce qu'elle dessine? Elle dessine un 8 et non pas une ellipse. Et donc, dans sa représentation, la Terre fait un parcours en 8 autour du Soleil. Intéressant. On voit après l'enseignant qui donne son cours classique, hein, et à la fin du cours, notre fameuse élève, elle est d'accord pour dire que c'est bien un mouvement elliptique. On reprend cette même élève quelques mois plus tard, et dans la conversation, on glisse, tiens, c'est quoi le mouvement de la Terre autour du Soleil? Et elle refait son 8. Donc, en fait, on se rend compte qu'on n'est pas parvenu à modifier sa représentation initiale. Donc, c'est ça qui est clé dans cette capsule vidéo, c'est que des étudiants qui ont fait un parcours universitaire de 4 ans, certains ont pris des cours de mouvement des planètes. Quand on leur pose une question un tout petit peu différente des saisons sur Terre, après 4 ans d'études, ils reviennent sur une préconception qu'ils avaient au départ, la distance, la saison sur Terre sont de la distance Terre-Soleil. Donc c'est assez intéressant parce qu'en fait l'idée c'est dans nos propres modèles, dans nos propres enseignements, est-ce qu'il n'y a pas ces fameuses peaux de banane, ces préconceptions? La bonne nouvelle, c'est qu'il y a pas mal de chercheurs qui ont travaillé sur le sujet. Ceux qui le sont en mécanique, je pourrais vous donner un certain chercheur STNS qui a développé toutes les préconceptions et qui met en place d'ailleurs des questionnaires qui sont traduits en 18 langues qui permettent de tester les préconceptions chez vos élèves. Je m'arrête là. Je peux creuser, mais je m'arrête là. Merci. So, Catherine, you got it, eh? You're going to see that video. Okay, so I see that we still have 13 minutes. I think that we might have, one last question, and then we will let Benoit conclude, in fact, this session. I wanted to have, that alternance between conclusion and your last question, but time passed too fast, so that's why. Oh, je me suis mise à parler en anglais, je ne sais plus pourquoi. Donc, une dernière question. J'essaye de regarder, par exemple, j'aime l'idée d'utiliser des pionniers afin d'accompagner les pairs. Est-ce qu'on a retiré à ces pionniers une partie
ou la totalité de leurs tâches d'enseignement afin de soutenir leur travail de mentorat? La réponse est non. Mais le nom est en fait tributaire de la condition belge. Alors, si je vais en France, dans le cadre français, je ne sais pas si vous le connaissez, les enseignants français parlent de leurs fameux 92 heures de contact étudiant. Une heure de plus, c'est une heure supplémentaire qui est payée. Dans le modèle belge, ça n'existe pas. Dans le modèle belge, on reçoit, on est titulaire d'un cours et peu importe le nombre d'élèves, moi j'ai des cours où j'ai 15 élèves et d'autres où j'en ai 500, je suis payé entre guillemets, en fait c'est de l'argent de singe évidemment, hein, je suis payé de la même façon. Et donc, quand on dit, donc on n'a pas de décharge pour être pionnier, parce que le modèle belge ne le permet pas et parce qu'on est très fort dans la responsabilisation des enseignants. Par contre, il y a un autre volet qui est intéressant, c'est la valorisation. Et la valorisation, elle n'est pas limitée seulement au fait d'avoir moins d'heures de cours. Et donc, un très gros travail est fait depuis quand même pas mal d'années sur cette valorisation. Alors, elle se décline en plusieurs modèles. Premier modèle, depuis 2005, toute demande de promotion d'un enseignant est tributaire d'un DVP, dossier de valorisation pédagogique. Alors, c'est un dossier que je connais bien parce que dans une vie antérieure, j'étais président de la commission de promotion. Ça veut dire que ce sont les promotions par les pairs, donc ce sont les pairs qui décident de promouvoir un prof. Et donc, j'ai travaillé sur comment est-ce qu'on permet à un enseignant de passer au grade supérieur. Et donc, ce DVP, en fait, ce qui est intéressant, c'est de dire, en fait, on est arrivé sur base du DVP à développer une grille rubrique hein, qui nous permet d'avoir des critères qui sont équivalents à ceux qu'on a pour la recherche. Pour la recherche, évidemment, vous avez citation index, toutes les citations qui peuvent exister, nombre de doctorats, etc. Donc, on arrive à identifier des critères qui sont équivalents, mais évidemment, pour l'enseignement. Et donc, on a un classement. Donc, dans ces fameuses commissions, d'arriver à faire un classement avec 3 lettres. Une lettre pour l'enseignement, une lettre pour la recherche, une lettre pour le service. Et la lettre, c'est ABC de façon tout à fait classique. Mais ce qui fait qu'en final, quand on doit choisir, puisqu'évidemment, une promotion, c'est aussi un concours, quand on doit choisir, on se retrouve avec 3 lettres devant nous, hein, les fameuses 3 lettres que je viens de citer. Et donc, c'est une promotion, en fait, de la qualité de la formation donnée par l'enseignant, alors que précédemment, il n'y avait qu'une seule lettre. Enfin, il y en avait 3, mais on sait tous très bien qu'une était plus importante que les autres. Et puisque la seule qu'on pouvait mesurer était celle de la recherche. Donc, on a travaillé sur cette critérisation de la qualité de l'enseignant pour pouvoir permettre une promotion de l'enseignant. Premier volet. Deuxième volet, c'est une promotion en termes de communication. Donc là, on se met dans une logique également SOTL, hein, Scholarship of Teaching and Learning, j'imagine que vous connaissez bien. Donc, il y a un niveau de gradation qui est de dire très succinctement, hein, on pense, évidemment, on n'ose pas dire que les enseignants sont mauvais. Donc, on commence à un niveau qui est un niveau plancher, un enseignant fait bien son job. Ensuite, vous avez l'enseignant qui fait plus que bien son job, un enseignant qui innove. Il innove de façon intuitive. Pas mal, intéressant. Le niveau suivant, c'est l'enseignant qui a une démarche qualité, donc il innove, mais il sait pourquoi. Il a un aspect réflexif qui est là, donc en fait, il innove et il sait très bien que le next step, là, juste après, il voudra faire ça. Donc, il est dans une progression. Et puis, le niveau supérieur, le niveau scolaire, c'est le niveau dans lequel l'enseignant, évidemment, travaille sur ses propres enseignements, mais il aide les collègues à progresser. Et donc là, on est en plein dans cette notion donc, de partage. L'idée, c'est de reconnaître une notion de scholarship dans le teaching. Et ça, c'est fondamental parce que ça veut dire qu'on peut progresser jusqu'au niveau de dire, moi, à mon niveau de carrière, j'ai aussi envie de partager avec les autres ce que j'ai fait. Donc, vous voyez, on est en plein là-dedans. Il y a un troisième petit élément, c'est aussi la promotion de la publication, qui se décline aussi au niveau du scholarship. Hein. Donc, j'aide les autres et je communique. Et donc, l'idée, c'est de dire qu'on met des fonds pour dire, vous devrez communiquer sur votre innovation. Je n'ai pas le temps. Ce n'est pas grave. On va mettre un conseiller pédagogique à votre disposition. Vous allez l'écrire à 2. Et donc, on a beaucoup de communications qui vont être écrites
par des collaborations conjointes entre un ou plusieurs, on parle d'une équipe d'enseignants, je dis un enseignant, mais ça peut évidemment être une équipe, et, et des conseillers pédagogiques. Alors, on a poussé le modèle encore plus loin. Je vous explique. Je suis président d'un comité de colloque qui s'appelle Questions de pédagogie de l'enseignement supérieur. Et on a souhaité, en plus du colloque qui s'organise tous les 2 ans, hein, on a décidé de lancer une revue. Et cette revue, elle s'appuie sur cette notion de Scholarship of Teaching and Learning. L'idée est de dire, on veut proposer aux enseignants une revue dans laquelle ils peuvent communiquer leur première innovation. Et comme probablement au début, le niveau de communication, on est un enseignant qui est habitué à faire des communications de type recherche, n'a pas l'habitude de travailler en termes de communication pédagogique, eh bien, on va, et c'est prévu donc dans l'organisation de la revue, on va mettre une ou deux personnes, en pratique 2 personnes, qui vont aider à améliorer l'enseignant à faire son premier article pédagogique, mais suivant les canons de la science de la pédagogie. Donc, en fait, quand on fait un article pédagogique, ça veut dire qu'il faut identifier une question de recherche, il faut quand même arriver à trouver donc des mesures de ce qu'on a fait. Et donc, tous ces éléments-là, donc, on va dans un processus qui est quelquefois assez lent, donc on prend quelquefois 1 mois ou 2, mais quelquefois ça dure 6 à 8 mois. Donc, on aide ainsi donc l'enseignant à pouvoir communiquer sur sa propre innovation. Et on sait qu'en le faisant, le bénéfice, il est double. Évidemment, il y a un article qui existe derrière, donc pour la communauté pédagogique globale, c'est intéressant d'avoir évidemment le compte-rendu, mais pour la personne, c'est une façon pour elle de progresser dans son développement professionnel. C'est une façon de synthétiser, c'est une façon de réfléchir avec d'autres personnes en vue de progresser dans son développement. Donc, vous voyez, l'élément, le fil rouge, c'est cette idée de Scholarship of Teaching and Learning. Merci beaucoup, Benoît. Et c'est un modèle aussi qu'on va retenir. Je prenais beaucoup de notes. Un modèle qui sera très utile aussi pour nous, ici à l'Université d'Ottawa. Merci. On est vraiment là, arrivé à la fin de la session. Il y a encore des questions qu'on n'a pas pu traiter dans la chat, mais je vois aussi beaucoup de remerciements pour ta présentation et aussi surtout pour ce dialogue. Je voulais remercier donc tous les participants aussi pour leur écoute, mais aussi pour leurs questions. On va donc clore maintenant cette seconde session, mais vous savez que dans un quart d'heure, donc à 12h45, il y a une 3e session qui va commencer. Cette 3e session, n'oubliez pas, sur la plateforme, il y a 8 sujets différents, des sujets d'ailleurs qui reprennent beaucoup des points amenés par Benoît et aussi certains points amenés ce matin par Jill Scott, notre provo, dans ses remarques. Donc, tout ce que vous devez faire, c'est de choisir le sujet. À 12h45, vous cliquerez sur ce sujet et vous arriverez dans une salle où il y aura un facilitateur qui va pouvoir donc faciliter cette discussion que vous pourrez capturer aussi sur un Google Doc pour qu'ensuite les autres groupes puissent, après évidemment la session, profiter de vos remarques, de vos commentaires, de vos idées, etc. Donc, joignez-vous à moi, encore une fois, pour remercier énormément Benoît Rossin. J'espère, Benoît, que nous aurons l'occasion de continuer à collaborer. Tu parlais peut-être aussi donc, de projets qui allaient s'étendre vers Erasmus. Erasmus, c'est l'Europe, mais le Canada, c'est pas si loin que ça, surtout dans le virtuel. Et donc, s'il y a des projets justement avec des pionniers de ton université et d'autres universités, donc en Belgique, et nos pionniers à nous, on serait vraiment ravis d'avoir cette collaboration. Nous avons aussi des enseignants
très innovants, des enseignants passionnés aussi par ce qu'ils font, par ce qu'ils apportent dans la salle de classe. Et je suis sûre qu'il y aurait beaucoup de candidats pour pouvoir travailler sur des projets collaboratifs. Donc, merci beaucoup, Benoît. Merci à tous les participants. Et on se retrouve, donc je vois, oui, il y a des applaudissements, superbes. Et merci. Donc, on se retrouve à 12h45 dans différentes salles pour continuer la discussion. Voilà. Merci à tous. Merci à vous.